matières premières, a priori, alors c'est ce que Dur à disaient les extraire, par experts. contre, Oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire très qu'il faudrait cher à plusieurs extraire. dizaines d'années. Je crois que c'est 700 milliards, a priori, le coût estimé Oui. pour pouvoir extraire les matières premières. C'est C'est-à-dire, gigantesque. effectivement, c'est certains qui ont pricé le coût du Groenland. Ouais, En c'est gros, ça, si le le coût Trump du devait Groenland, racheter le 700 Groenland, milliards. ce serait 700 milliards, en incluant tous les ressources. C'est un territoire qui est gigantesque aussi. Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser et puis vous la proposer de façon la plus intelligible possible pour que vous puissiez adapter bien vos stratégies d'investissement au trading en conséquence ou tout simplement comprendre un monde qui va à 1000 à l'heure. Et pour ce faire, eh bien, on s'appuie sur un réseau d'experts ou de professionnels, comme ils veulent, et dont fait partie Alexandre Baradez, Chief Market Analyst chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine. Merci d'avoir accepté Merci notre pour invitation, Alexandre. Avec vous, beaucoup de choses à analyser. D'abord, ces dernières données publiées hier aux États-Unis, les ventes au détail qui sont toujours soutenues, qui suivent un rythme soutenu, mais pour autant, l'inflation, elle, reste soutenue également. Comment est-ce qu'on l'analyse? Comment est-ce qu'on la comprend? Est-ce qu'il y a un risque très clair du côté des États-Unis? Mais il y a un paradoxe actuellement aux États-Unis, c'est qu'effectivement, les chiffres, mois après mois, alors il y a toujours un décalage dans la publication des chiffres, mais on voit que la consommation, d'après les ventes de détail, reste plutôt résiliente. Pourquoi je dis qu'il y a un paradoxe? Parce que dans les enquêtes des consommateurs, Université de Michigan ou Conference Board, on a un moral qui est très déprimé et qui touche deux items spécifiques. C'est d'un côté les craintes sur l'emploi, on voit qu'elles augmentent de manière très importante. À juste titre. Parce que le marché de l'emploi ralentit, mais il ne s'effondre pas non plus. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que le chômage s'est un peu redressé. On a vu dans leurs statistiques qui s'est calé à 4,4, 4,5, donc c'est pas non plus un niveau délirant. Et on voit que les inquiétudes du consommateur portent aussi sur tout ce qui est coût de la vie. Et de l'autre côté, ça continue de consommer. Et pour autant, on voit que l'administration américaine, vous l'avez dit, on démarre l'année à 1000 à l'heure parce qu'on voit une succession d'annonces de la part de Trump lui-même, en fait. Ce cap des 10% sur les cartes de crédit. Qui vise à montrer, en fait, aux consommateurs électeurs, dans une demi-terme qui sera évidemment importante pour le pouvoir politique, que le pouvoir politique prend en compte les craintes des consommateurs. Et donc, ça passe par des annonces qu'on peut peut-être qualifier un peu de populistes aussi, où on dit, tiens, on va diviser par 2 le coût des cartes de crédit. Donc, évidemment, ça flatte l'oreille. D'un point de vue pratique, on voit que les banques montent au créneau. Alors, évidemment, c'est aussi leur rôle de défendre leur business, mais il y a effectivement des arguments très clairs qui ont été énoncés par les banques, qui est le premier de dire, si vous faites ça, n'oubliez pas que dans les 20%, il y a aussi on se couvre via ces 20%. C'est-à-dire qu'il y a des défauts dans ces cartes de crédit. Si les taux sont trop bas, eh bien, on devra refuser en fait simplement certaines demandes de cartes de crédit. Et la conséquence, on la voit bien, si on parle des bancarismes, mais si on enlève l'accès aux cartes de crédit de certains Américains, la consommation risque d'être impactée. Donc, derrière une idée qui peut être une bonne idée, on voit que ça peut impacter les banques dans leurs résultats, ça peut impacter la consommation. Autre mesure qui a été annoncée par Trump, toujours cette idée de rendre l'accession, par exemple, au logement plus facile, de dire, on va demander aux institutionnels de ne plus acheter les maisons individuelles. Alors, quand on creuse un peu les chiffres, effectivement, dit comme ça, on se dit, tiens, les instituts ont peut-être 20 ou 30% du parc immobilier. Effectivement, c'est un problème. Sauf que quand on creuse les chiffres, la détention des maisons individuelles par les institutionnels, c'est toujours d'ordre de 1% aux États-Unis. Donc, c'est pas parce qu'ils n'achèteront plus de maisons individuelles que le marché sera plus fluide et les maisons moins chères. Et donc, après, on voit qu'il va sur l'autre thème, qui est un thème de marotte maintenant. On attaque la Fed. Alors, ça s'est passé par le département de la justice. L'idée, c'est de dire au grand public, regardez la pression que je mets sur la Fed pour qu'ils baissent leur taux. Comme ça, vous aurez taux de crédit moins cher grâce à moi. Et là, on voit bien que la Fed, et c'est ce que vous avez dit, il y a à la fois des données d'emploi qui nécessitent qu'on ait un peu baissé les taux, ça oui, mais les données d'inflation sont toujours dans des zones entre 2,5 et 3% selon les mesures, c'est toujours pas proche de 2%. Donc ça empêche la Fed d'aller plus loin. Donc on voit cet enchaînement de mesures, d'annonces, et c'est pour ça quand on voit d'un côté la consommation, elle est résiliente, mais on peut s'étonner de ce que je disais tout à l'heure, donc de la confiance des consommateurs qui elle n'est pas terrible. Et pourquoi la Maison-Blanche multiplie ces annonces? Parce que dans les sondages, eh bien, les républicains sont donnés largement battus par les démocrates au mi-terme. Donc c'est qu'il y a quand même une grosse partie de l'économie américaine ne ressent pas en fait les effets richesses des marchés, l'effet des privés de l'immobilier. Tous ceux qui n'ont pas ces actifs-là, qui en ont moins que le top 10 ou top 20 de la population, eh bien, eux se sentent en marge et le font savoir dans les sondages. Oui, très clair. Alors vous avez évoqué une chose qui est l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Inévitablement, ça pèse sur le dollar. Selon les derniers bruits de couloir, est-ce qu'il y a un candidat selon vous qui se dégage Alors, il y a des candidats qui seraient bien perçus par les marchés. Typiquement, Kevin Warsh. Kevin Warsh, il est moins politisé. Voilà, il est moins politisé. C'est un républicain, mais il y a des républicains aussi au sein de la Fed. C'est pas une question, il y a méchant gentil. Exactement. Et il y aura même des groupes là-dessus, parce que c'est un républicain, mais qui est perçu comme quelqu'un on va dire, raisonnable, modéré, donc, et il fait passer l'intérêt de la politique monétaire avant des intérêts éventuellement partisans. Si vous prenez un Kevin Hassett, en revanche, l'actuel conseiller économique à la Maison-Blanche, il suffit d'écouter le
le langage qui tient. Ce sont des attaques récurrentes contre la Fed, donc il ne respecte pas typiquement l'indépendance de la Fed. Et s'il était effectivement nommé président, je ne sais pas si le marché le prendrait plutôt bien, parce que les craintes que le marché pourrait avoir si c'est quelqu'un qui est réellement à la solde de Trump, c'est que, alors il n'est pas seul à décider, attention, Oui, c'est ça, il n'est pas décisionnaire, il fait partie d'un comité. Mais ça veut dire qu'il y aura d'autres nominations au niveau de la Fed dans les mois qui arrivent, des présidents de Fed régional qui quittent le board, d'autres qui arrivent, et on a déjà vu, il y en a deux cette année. Stéphane Miran, par exemple, qui lui est déjà actuellement sur la Fed, revient sur son discours est complètement en marge pour les autres. Il n'est même pas un peu en décalage. Il dit, Stéphane Miran, il faut 100 à 150 points de base de baisse de taux dès cette année, alors que le discours et les projections de la Fed actuellement, c'est une, voire peut-être deux baisses de taux. C'est évolutif, évidemment, tout ça. Mais les projections actuelles de la Fed, par rapport à toutes les données dont ils disposent, et je dis bien qu'ils soient républicains ou démocrates au sein de la Fed, ceux qui donnent leurs projections, c'est des projections moyennes de 1 à 2 baisses de taux. C'est pas 100 à 150 points de base. Donc c'est là qu'on voit que les personnes un peu trop politisées peuvent avoir un discours qui n'est plus tout cohérent avec les niveaux d'inflation, les niveaux de chômage ou autres. Et c'est là que le marché peut prendre peur, parce que le risque ultime, on n'y est évidemment pas pour l'instant, on ne va pas dramatiser, mais le risque ultime de ça, c'est quoi? Et si la politique devient trop accommodante pour des raisons politiques, que l'inflation n'atterrit pas, mais il redémarre un petit peu, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut relever les taux. Là, l'accident politique monétaire est là. Et c'est pour ça qu'on a vu, après ce week-end, il y a cette grosse pression à nouveau, Powell a fait se communiquer. Ça n'a pas duré très longtemps lundi matin, mais on a vu comment le marché réagit quand il sent qu'il y a un risque pour l'indépendance. Il est parti à la baisse. Mais qui baisse. Et après, il y a les marchés actions qui baissent. Parce que Powell a été soutenu par les grands argentiers mondiaux, mais également par la communauté des économistes. Oui, et pas seulement. Il y a même eu, et ce qui me paraît le plus important dans le processus décisionnel, qui montre qu'il y a quand même des contre-pouvoirs qui s'exercent aux États-Unis, c'est encore une fois, les républicains du Sénat. On rappelle quand Trump nomine un candidat pour la présidence de la Fed, ça doit passer par une validation du Sénat également. Et là, on a eu les républicains, plusieurs républicains du Sénat, plus modérés donc, qui explique que tant que cette question juridique, judiciaire n'est pas réglée avec Powell, et sous-entendant aussi, beaucoup ont dit très clairement que c'était plus politique que réellement des malversations de la part de Powell, ils ont dit très bien, nous tant que c'est pas clair de ce côté-là, on ne validera aucune candidature, aucune nomination à la Fed. Donc c'est un peu je te tiens, tu me tiens, et c'est une manière aussi de mettre un peu la pression à Trump en disant il faut que cette histoire avec Powell s'arrête. En gros, il n'est plus là dans 5 mois, donc arrêtons le cinéma avant d'avoir, et nominons quelqu'un, et on verra le profil du candidat pour le valider ou pas au Sénat. Vous avez entièrement raison, Alexandre, puisqu'à l'arrivée de Trump au pouvoir, il y a à peu près un an maintenant, se posait la question des contre-pouvoirs. Et on sentait que, de toute façon, les contre-pouvoirs s'amenuisaient au fur et à mesure. Ma question, et vous y avez déjà un peu répondu, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que le seul contre-pouvoir de Trump, c'est les marchés financiers? Ça, c'est très, très probable. Il y a eu des analyses à monnaie de banque américaine qui expliquaient très bien quand le marché baisse très violemment, comme c'était le cas en mars-avril dernier, c'est TACO, donc Trump retourne sa veste, en tout cas arrondit les angles plutôt, et puis quand c'est en haut, ce qu'on appelle le FAFO, c'est en gros fuck around, find out, en gros, je vais dans tous les sens, et je regarde comment le marché prend ça, et c'est sûr que plus le marché est haut, et plus aussi les consommateurs ont pas le moral, ça donne une marge de manœuvre à Trump, et on le voit très bien en termes de capacité à faire des déclarations toutes plus fracassantes les unes que les autres, donc bien sûr que le niveau des marchés compte aussi. Et regardez hier soir, c'est un petit échantillon qu'on a eu, mais le VIX est remonté hier des niveaux plus hauts de 4 semaines. C'est pas délirant, 17,5 de volatilité, mais c'est plus élevé qu'il y a quelques jours. Et hier soir, plein de petites phrases de Trump, encore une fois c'est léger, il dit nous restons proches du Danemark, en gros nos relations restent fortes avec le Danemark. Hier il y allait fort quand même sur le Danemark. Oui, mais il y a des petites phrases qui montrent, il dit voilà par rapport aux troupes que l'Europe a envoyées sur place, bon voilà, il ne ferme pas la porte à ça, je trouve hier c'était un poil moins agressif quand même que ce qu'on a eu il y a quelques jours. On a les cours du pétrole ce matin. Voilà, alors c'est sur l'Iran, c'est beaucoup sur l'Iran, voilà. Sur l'Iran, quand il dit l'Iran m'a informé qu'il y a un peu de tuerie, on attend de voir évidemment, mais le pétrole a baissé. Mais une autre phrase, un autre sujet là-dessus, je ne sais plus lequel, mais là aussi, hier, on a une petite phrase un peu moins forte, et vous avez la réaction du marché tout de suite. Dès que ça c'est dit comme ça, la volatilité s'est un peu détendue, le rebond n'a pas été phénoménal, mais Trump suit les marchés, et si c'est pas lui qui le fait, on sait que c'est Scott Bessent, qui est lui l'adulte dans la pièce. C'est celui, en gros, quand ça bouge sur les marchés de manière indésirable, c'est Bessent qui fait passer le message à Trump. Qui trouve un narratif, mais on reste dans le narratif pour le coup par la force. Mais qui va quand même dire à Trump, et d'ailleurs Trump le reconnaît, il dit qu'il échange souvent avec Scott Bessent
certains taux sur les sujets importants. Donc, d'un côté, je pense que le marché est aussi un peu rassuré d'avoir Scott Bessent qui a la tête sur les épaules et qui effectivement voit le moment où les marchés commencent à s'inquiéter de certaines annonces politiques. Les marchés financiers qui s'inquiètent quand même en réalité. Preuve en est la rotation sectorielle. À l'heure actuelle, le Nasdaq ploie pour le coup, à force des choses. Les petites et moyennes capitalisations américaines ont le vent en poupe actuellement. Ça peut durer? Oui, tant que pourquoi déjà? Pourquoi ça peut durer? Pourquoi ça peut durer? Déjà, on voit que effectivement, les valeurs de croissance sont moins recherchées. On voit très bien que le Nasdaq n'a pas marqué de nouveau record depuis octobre, alors que il y a quelques jours seulement, le Dow Jones lui battait des records et qu'on voyait des valeurs aussi un peu cycliques en Europe, typiquement des indices, il y a beaucoup de valeurs cycliques comme le DAX par exemple, battre record sur record. Donc effectivement, il y a une petite réorientation comme ça des flux, des valeurs de croissance un peu moins recherchées en ce moment, vers des valeurs un peu plus, on va dire, traditionnelles, par rapport industriel. Aussi la défense, attention, on parle de record en Europe, mais la défense a aussi contribué, les valeurs de la défense ont aussi contribué au record du CAC ces derniers jours. Et puis effectivement, on avait dit la rotation aussi sur les small, parce que voilà, le marché se dit qu'on aura, je pense aussi, peut-être des baisses de taux peut-être plus importantes que ce qui qu'a annoncé les deux. Voilà, quand la Fed, dans sa dernière projection de décembre, nous parle d'une baisse de taux, il faut voir comment la consommation tient. Enfin, pour moi, tout repose sur la consommation, ça va être très clair. Et c'est là qu'on se dit, est-ce que la Maison-Blanche n'a pas des craintes que cette consommation se tasse? Pour être aussi incisif dans les mesures à destination des consommateurs, il y a une visée politique, c'est très clair par rapport au sondage, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même en toile de fond une inquiétude sur... C'est-à-dire qu'ils ont des données qu'on n'a pas, du coup? Non, parce que les dernières données, encore une fois, elles sont bonnes. Encore une fois, quand c'est bon, il faut le dire. Les dernières données de consommation ne montrent pas d'affaissement particulier, donc c'est résilient au niveau de la consommation. Mais du coup, est-ce que les annonces de Trump sont seulement politiques? C'est peut-être le cas. Ou alors, est-ce qu'il y a des craintes plus sous-jacentes que le consommateur, au premier trimestre, par exemple, l'attention les chiffres de consommation qu'on a eu, c'était un peu avant les fêtes ou autre, donc forcément les Américains dépensent plus à ce moment-là. C'est les données qui vont être importantes, je dirais, après la période des fêtes, depuis janvier-février, où là, on a peut-être la vraie température du consommateur américain. Ouais, souvent, c'est le cas. Hein. Le premier trimestre qui est toujours très intéressant à analyser parce qu'il donne une vraie tendance, dépouiller des éléments les plus volatiles. On peut essayer de comprendre justement le sentiment du consommateur américain à travers la publication des grandes banques américaines. Là, c'est le cas actuellement. Globalement, c'est plutôt positif, c'est bon. Les estimations, les modélisations des analyses sont comblées. Ceci étant, le marché a vendu les bancaires. Pourquoi, du coup? Les annonces de Donald Trump. Donald Trump, c'est là qu'on voit le cap des 10% sur les cartes bancaires. Complètement. Il faut bien se rendre compte que ça représente. Pour les banques américaines, si vous faites descendre les taux sur la carte de crédit de 20 à 10%, vous en avez plusieurs dizaines de milliards de profits pour les banques. Et une des plus grosses dans ce marché-là du crédit via les cartes bancaires, c'est JP Morgan. On pense souvent que c'est des banques peut-être un peu petites ou régionales. Non, JP Morgan a un énorme rôle là-dedans. Et donc forcément, si vous enlevez plusieurs dizaines de milliards collectivement aux banques américaines, ça veut dire que vos valorisations actuelles sont trop élevées. C'est pour ça que le marché ajuste. Il se dit, peut-être qu'on n'aura pas de 20 à 10%, mais si on passe même de 20 à 15%, par exemple, ça veut dire que quand vous pricez, je n'ai pas une multiple en tête actuellement des banques américaines, mais imaginons qu'elles soient pricées à 20 fois, à 15 fois les bénéfices ou 20 fois les bénéfices, le marché va se dire non, c'est trop élevé parce que leurs marges vont être impactées. Donc, on va ajuster un peu, on va vendre un petit peu pour que les niveaux de valorisation redeviennent plus cohérents avec le risque carte bancaire. Donc, c'est là qu'on voit effectivement que les annonces de Trump, oui, ont un effet sur le marché. Et le marché, c'est ça, les résultats, vous l'avez dit, tous les résultats sont plutôt corrects, parfois pour toutes les attentes, mais il n'y a pas d'alerte particulière. Les banques, quand même, disent d'ailleurs que les données de consommation montrent la résilience. Donc, les banques ne sont pas fondamentalement inquiètes. Par contre, c'est un secteur, les banques, qui a beaucoup performé aux États-Unis, comme en Europe aussi. Et quand les secteurs, comme en Europe, c'est un secteur qui a 70% l'année dernière en moyenne. Voilà. S'il y a ce genre de sujet qui arrive, typiquement quand vous faites 80% en ligne droite, si le marché veut rendre 10, 15, 20% sur ce genre d'effet d'annonce-là, ça peut très, très bien le faire. Donc c'est là qu'il faut se montrer un peu peut-être prudent sur les banques actuellement. Il y a quelques sujets qui commencent à arriver là sur les banques. Donc on voit que le marché prend un petit peu ses gains, ce qui n'est pas non plus délirant après de tels rallyes. Ouais, c'est ça, exactement. Et le fait que, alors je ne sais plus quelle banque, si c'est Wells Fargo ou Bank of America, qui a annoncé au T4 des provisions plus importantes qu'au T3, c'est juste, c'est préventif, c'est pas... C'est préventif, mais il faut quand même voir que la croissance américaine, elle est grosso modo, on estime, c'est les différentes estimations, aux alentours de 2% pour cette année. Et on doit finir l'année dernière dans ces eaux-là. 2% pour l'économie américaine, encore une fois, c'est bien. L'Europe avait c'est mieux que nous, mais nous, on va être, si les projections de la BCE sont bonnes, on sera aux alentours de 1,4 cette année. Donc, il y a un écart, mais qui n'est pas si dingue que ça. Et pour une économie qui est censée vrombir, comme le souhaite l'administration américaine, 2%, c'est quand même pas une économie, notamment pour les États-Unis, habituellement une économie très dynamique, c'est pas délirant.
Donc je pense qu'il y a peut-être aussi, on regarde quand même un peu du côté des bancos, de la croissance. Voilà, on regarde un petit peu ces éléments-là. Et c'est sûr qu'un pétrole qui reste bas dans ce contexte-là, c'est plutôt, ça soutient les entreprises et les consommateurs. La géopolitique, du coup, on la surveille, parce que si le pétrole rebondit un petit peu, attention aux effets sur les prix aux États-Unis, et attention aussi à l'effet un peu sur le consommateur, dont on a parlé, enfin, dont on a parlé il y a quelques instants, avec un moral qui est toujours assez moyen. Ok, très clair. On reste sur cette thématique américaine, on parlera Chine aussi dans un instant, mais également pétrole, matières premières. Juste pour finir totalement sur ce sujet, on va parler du dollar. Le dollar, c'est toujours une valeur refuge pour vous? Alors, le vrai test, c'est s'il y a une grosse crise géopolitique. Ouais. Imaginons qu'effectivement, il y ait des frappes, par exemple, américaines en Iran, mais de manière très soutenue, pendant plusieurs semaines, ce genre de choses. C'est là qu'on va voir si le dollar est recherché ou pas. Historiquement, quand il y a eu des grosses phases comme ça de tensions géopolitiques, oui, le dollar est la valeur refuge. Même parfois, quand les crises émanent des États-Unis eux-mêmes, le dollar peut être recherché, ce qui parfois est un peu paradoxal. Mais quand ça tangue vraiment au niveau mondial, souvent le dollar est la valeur refuge. Ce qu'on a vu justement l'année dernière, c'est le total opposé de ça. C'est-à-dire que l'euro est aussi remonté dans des zones proches de 1,20, parce qu'on a vu aussi, c'est pas que l'euro, la livre aussi, le dollar australien, parce que les marchands ont vendu le dollar. Les marchands du dollar, ils estiment que la politique américaine est plus dure à lire, plus erratique, et effectivement, le dollar est un petit peu vendu. Donc, depuis un an, on peut dire que le dollar est beaucoup moins une valeur refuge qu'il a été, mais par contre, attention, d'un point de vue du panier de réserve de devise mondiale, le dollar a sa place toujours majeure. L'euro est considéré comme une vraie bonne devise aussi, dans le pourcentage des devises mondiales, mais le dollar, ça reste le roi dollar. Même si on sent qu'il y a une volonté qui est en route d'ailleurs, des BRICS, une dédollarisation des BRICS, et c'est ça aussi qui livre les hard assets, l'argent, l'or ou autre, parce que plus le dollar baisse, plus on va acheter des actifs tangibles pour se faire contre la baisse du dollar. Et ces achats d'actifs tangibles, on sait que les banques centrales des BRICS, ils vont dynamiquement. Voilà. Ouais, donc c'est clairement, on montre qu'on veut quand même se désensibiliser un peu par rapport au dollar. Et selon vous, Alexandre, c'est pas vu depuis alors certains parlent d'arrestation, d'autres de kidnapping de Nicolas Maduro au Venezuela. On a compris que potentiellement c'était pour fournir les raffineries du Golfe du Mexique américaines qui sont spécialisées dans le pétrole de mauvaise qualité. Donc le pétrole vénézuélien est un pétrole de mauvaise qualité. Ceci étant, d'autres expliquaient potentiellement que c'était une façon de nourrir de nouveau le marché en pétrodollars et que peut-être finalement c'était une façon de soutenir le dollar. Oui, effectivement, je ne suis pas certain que l'action américaine, il y a évidemment l'objectif pétrole qui est probablement dedans, mais on a l'impression que c'est un coup à plusieurs bandes en fait, parce que c'est aussi une manière d'affaiblir la présence chinoise Iran, parce qu'il y avait une partie de ce pétrole-là qui repartait, la Chine est un des plus gros acheteurs du pétrole vénézuélien. On voit aussi que ce qui se passe en Iran, est-ce que c'est purement entre les États-Unis et l'Iran, ou est-ce que c'est une manière aussi pour les États-Unis, on sait que l'Iran est un gros partenaire de la Russie et de la Chine aussi, donc c'est une manière de montrer à la Chine et aux États-Unis, attention, regardez vos partenaires, regardez ce qu'on fait avec eux si vous allez vous trouver dans vos ambitions mondiales et de conquête, à la fois peut-être ambition pour la Chine, de puissance économique et territoriale pour la Russie. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que les États-Unis aussi envoient par ce biais-là, il y a les questions de matières premières peut-être un petit peu, mais je pense beaucoup aussi à un message géopolitique qui est envoyé de puissance américaine pour montrer, regardez, en quelques heures, on arrive à extraire et à sortir, à destituer en quelque sorte mécaniquement. Alors, président, un despote, un dictateur, un autocrate, tout ce qu'on veut, mais on ne va pas pleurer Maduro, ça c'est très clair, mais c'est un message de force envoyé surtout à la Chine et la Russie. Très clair, tout comme le Groenland, a priori, il y avait une route de la soie arctique qui était en train de se créer à cause du réchauffement climatique. C'est plus problématique. Là, en revanche, pour le Groenland, et c'est là d'ailleurs, je pense que la ressource d'inquiétude, elle est, Venezuela, c'est digéré déjà, c'est la partie effectivement Groenland, parce que là, c'est des pays de l'OTAN, donc c'est un rapport de force assez. Alors, c'est pour ça que j'ai dit hier soir, on a vu. Il y a des exercices militaires conjoints qui sont programmés pour. Idéalement, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, l'Europe se montre plus présente sur le territoire pour montrer à Trump attention à cette zone géographique, etc. Ça pourrait peut-être suffire à Trump, mais derrière, il y a aussi la double visée. Il y a la visée géopolitique et d'encre, il y a la visée territoriale. Trump, il y a aussi cette visée territoriale, les matières premières ou autres. Donc, matières premières, a priori, alors c'est ce que disaient les experts. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait plusieurs dizaines d'années. Je crois que c'est 700 milliards, a priori, le coût estimé pour pouvoir extraire les matières premières. C'est-à-dire, effectivement, c'est certains qui ont pricé le coût du Groenland. En gros, le coût du Groenland, ce serait 700 milliards, en incluant toutes les ressources, un territoire qui est gigantesque aussi, et des ressources qui sont dures à extraire. Donc, c'est vrai qu'avec Trump, encore une fois, c'est toujours plusieurs sujets.
pense quand même qu'il y a une vraie ambition un peu territoriale et matières premières, et aussi une volonté peut-être sur la géopolitique. Mais pour l'avis de beaucoup d'experts, c'est pas parce que les États-Unis s'accaparaient le Groenland qu'ils seraient plus sûrs. Encore une fois, ils ont la liberté d'implanter des bases militaires s'ils le veulent dessus, donc, et l'Europe peut le faire aussi. Donc voilà, Et la Russie l'a fait. c'est là que le marché est un peu moins aimé, je trouve, parce que justement, il sent qu'il y a peut-être quelque chose où ça étire un peu les liens au niveau de l'OTAN, qui était déjà assez étiré, et ça, effectivement, le marché peut mal le percevoir parce que ça crée des tensions supplémentaires, qui étaient des déjà, mais des tensions supplémentaires avec l'Europe notamment. Ok, et donc du coup, par la force des choses, pour boucler, le dollar, ça reste une valeur refuge. Il n'y a pas de crainte à ce côté-là. Moins 15% en 2025. J'ai une opinion parfois assez tranchée sur certains actifs. Autant la trajectoire cette année du dollar, même de l'euro par rapport au dollar, je ne sais pas trop. D'ailleurs, le marché voit un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de gros range quand même depuis maintenant plusieurs mois, depuis le printemps dernier. L'euro n'arrive pas à percer l'1,20, ne redescend pas sous 1,14, qui est un peu un support. Donc on est quand même dans une zone assez hésitante. Donc je dirais qu'on va être très data dépendant aussi. Voilà, on va regarder les chiffres d'inflation aux États-Unis, on va regarder la politique de la Fed, et on va ajouter par rapport à ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas de gros avis très tranchés. Autant on en avait il y a un an, on était vraiment haussier sur l'euro par rapport au dollar. Autant là, c'est assez stable. Donc on attend de voir de quel côté le marché veut pousser dans un premier temps. Ok, très clair. Merci Alexandre pour ces précisions. On va revenir sur les données publiées hier par la Chine. La balance commerciale chinoise qui a atteint un record en 2025, plus de 1000 milliards de recettes. Et pourtant, les objectifs de croissance affichés par Pékin, voulus par Pékin, sont pas atteints. Comment on explique ça? Est-ce qu'il y a un risque de ce côté-là? Je rappelle, alors je ne sais plus quelle institution économique, mais modélisait la croissance chinoise en 2026 à 4,2%. On est toujours dans cette zone des 5%, on sait qu'avec la Chine, on est toujours 5%. Donc, même si probablement, il y en a eu, même dans une période de l'histoire, en se dans la crise des émergents, période 2014-2015, la Chine nous parlait de chiffres aussi élevés, et on voyait très bien qu'avec le prix des matières premières hautes, c'était absolument pas le cas. Donc là, effectivement, le modèle chinois, je dirais que la balance commerciale, ce que nous traduit de la Chine, c'est ce que l'on voit de la Chine depuis l'après-Covid, en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de mettre un appareil industriel manufacturier extrêmement dynamique, où les prix restent très bas pour, de manière très agressive, aller chercher des parts de marché en Europe, aux États-Unis. Les États-Unis ont réagi, ont dit ça suffit, droit de douane sur la Chine, très violent, etc. Et puis après, on ajuste selon les niveaux. L'Europe n'arrive pas à tenir le même discours. C'est-à-dire qu'on a du mal, et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin de ce côté-là, très clairement, à dire il faut mettre des droits de douane plus élevés. C'est ça que nous montre la balance commerciale, parce qu'on parlait de ça, cet excédent commercial, on voit il est dû à quoi? Si vous regardez la courbe des exportations et des importations, on voit qu'il y a toujours une progression des exportations en montant global. Par contre, vous regardez la courbe des importations, en montant, ça stagne depuis 4 à 5 ans. Et pourquoi ça stagne? Parce que quand on importe, c'est pour aussi la consommation domestique, pas de demande intérieure. Et il n'y a pas de demande interne. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est lié uniquement à la crise de l'immobilier, l'éclatement? Oui, il y a des conséquences de ça. Quand le prix de l'immobilier descend, quand la bourse est descendue aussi, elle a bien remonté depuis un an ou deux, mais elle reste quand même largement sous ses records. Il y a aussi un petit effet richesse qui a disparu pour les Chinois, donc ils consomment moins. Mais c'est aussi une question de stratégie politique. Si, vous demandez aux entreprises du pays, en tant qu'autorité politique, d'augmenter les salaires de 20, 30 ou 40%, eh bien, votre compétitivité à l'export va diminuer parce que les coûts de production vont s'accroître et donc vous aurez moins de capacité à avoir des prix agressifs à l'exportation. Donc ça montre aussi la stratégie de la Chine, des stratégies voulues, de dire on contraint quand même la demande intérieure, pas non plus totalement, il ne faut pas que ça s'effondre, mais il faut qu'on reste très compétitif parce que l'Inde à côté pousse aussi pour aller chercher des parts de marché à l'export. Donc c'est la stratégie de la Chine qui est juste traduite par ces chiffres. On voit très bien exportation qui pousse, importation qui stagne, et ça c'est un vrai signe de toujours cette volonté de conquérir les marchés. Le seul point positif, si on parle un peu de marché pour le secteur auto européen, c'est qu'on voit que l'Europe a dit à la Chine il va falloir qu'on mette des prix planchers. Grosso modo, quand une voiture arrive en Europe, donc vous allez tuer l'industrie, et ça on ne va pas se laisser faire. Et la Chine donne des instructions à la vie en interne, on l'a vu hier notamment, elle dit aux constructeurs auto, ça suffit votre guerre des prix, même en interne, parce qu'en interne, ils se battent comme des chiffonniers pour gagner les parts de marché sur le marché chinois, et ça génère une déflation en fait. Vous avez des prix à la production qui sont déflationnistes depuis des années maintenant, et surtout ça crée un contexte qui est peu favorable, parce que vous avez un risque de casse industrielle à un moment donné. Si les constructeurs auto se battent, c'est la guerre pour gagner des parts de marché, il y aura des morts à un moment donné, des gens qui vont rester sur le carreau, et surtout cet environnement ne favorise pas, on le disait tout à l'heure, il y a un problème de consommation en Chine, ça ne favorise pas les hausses de salaire, parce que si les entreprises se battent pour avoir les prix les plus bas possibles, on ne va pas augmenter les salaires à ce moment-là. Donc c'est ça aussi que la Chine essaie de corriger un petit peu, il y a de l'excès à la baisse dans les prix,
Et ça, je dirais que c'est un premier petit signe que la Chine veut quand même stabiliser un peu la guerre des prix internes, ce qui pourrait à mon avis effectivement relever un peu les prix, relever un peu les salaires et réduire un petit peu, je dis bien un petit peu, les tensions commerciales avec les États-Unis et avec l'Europe notamment. Exactement. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre, ce sont alors ça vient des professionnels du secteur automobile chinois qui ont fait leurs prévisions, qui ont publié leurs prévisions pour le marché chinois en 2026. Plus 1% attendu contre près de 10% en 2025. Oui, il y a une problème dynamique. Alors c'est pour ça que je disais, par contre, je ne suis pas fondamentalement inquiet sur la Chine non plus, parce que l'inquiétude, on l'avait beaucoup après 2021. Spirale, les marchés sont effondrés, crise de l'immobilier, etc. Donc les marchés chinois et l'économie, il y a quand même mangé son pain noir. Il y a eu un peu de restructuration dans le secteur immobilier, des géants qui ont été découpés, liquidés. Et il y en a encore un qui est toujours fragile, qui s'appelle Vanke actuellement, dont on surveille un peu la trajectoire. Mais on voit que des mesures ont été mises en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce sont des mesures, c'est des strates qui s'ajoutent les unes aux autres. C'est pas de la stimulation à tout va comme il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années. La Chine fait un peu du sur-mesure, et je dirais, d'un côté, c'est aussi un peu rassurant. Ça veut dire qu'elle monitore bien tous les secteurs, et elle ne va pas y aller franco partout, parce que ça peut être un problème en termes de coût d'endettement ou autre, mais elle s'assure que ça ne craque pas. Voilà. Donc l'immobilier, on fait ce qu'il faut pour que ça ne craque pas. Et là, vous le disiez, la consommation, on sent bien qu'il y a un problème de consommation en Chine. Et je pense que cette année va être l'année où on va avoir un peu plus de mesures, je ne dis pas forcément beaucoup. D'interventionnisme de l'État. Peut-être des baisses d'impôts, peut-être des chèques aux ménages les plus modestes, peut-être, comme la Chine a déjà fait l'année dernière. Elle avait dit, voilà ça, et puis elle avait dit aussi aux banques ou aux emprunteurs, voilà, même les gens qui avaient des crédits dans les banques déjà en cours, ces crédits ont vu leur taux révisé à la baisse, même sur des crédits déjà lancés. Donc ça, c'est typiquement le genre de mesure qui rajoute un peu de pouvoir d'achat, et je pense que ces mesures-là, on en verra un peu plus cette année. Même si les ménages chinois épargnent. Ils épargnent, mais justement, ça veut dire que l'objectif, c'est que ça ruisselle. Et encore une fois, c'est comme partout, en France, comme partout. Effectivement, si vous voyez le marché immobilier qui se casse la figure, vous voyez que la bourse est moyennement performante ou autre, vous dites votre effet richesse, c'est pas comme aux États-Unis, quand la bourse est au plafond et que l'immobilier crève le plafond aussi, où là, l'effet richesse des plus riches, des 10-20% les plus riches. Mais on rappelle qu'aux États-Unis, c'est 50% de la conso, les 10% les plus riches, donc ça compte pour beaucoup. Mais en Chine, il y a des éléments un peu comme ça aussi. Donc l'idée de l'effet richesse, il ne faut pas que les ménages soient trop riches non plus, parce que après vous avez des vérités de démocratie aussi, et ça le pouvoir n'en veut pas beaucoup. Mais il faut quand même que le peuple soit quand même assez content malgré tout. Et là, je pense qu'on est dans un stade où il y a quand même un peu de mécontentement, une situation interne qui depuis 2-3 ans est un peu gluante comme ça, et les consommateurs ne sont pas à la fête depuis 3 ans. Exactement, vous avez raison. On se souvient des mouvements de grève, ce qui est assez rare en Chine, observé l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais effectivement, c'est le cas. Donc ça veut dire quoi, une économie en cas aussi chinoise? Alors, un peu moins visible qu'aux États-Unis, quand même, probablement. Mais non, je dirais que c'est cette idée qu'il puisse y avoir un peu plus de soutien pour la demande intérieure. Moi, je vois ça plutôt comme faire un soutien pour les marchés actions chinois. C'est-à-dire que je les trouve toujours pas très chers, ces marchés actions. Plus cher qu'il y a 2 ans maintenant, mais il y a encore de belles valeurs tech là-dedans. Donc, je trouve qu'il y a encore de bons arguments pour investir sur la Chine. Il y a toujours le risque Taïwan, mais ça, il sera toujours présent. Mais sinon, en termes de niveau purement financier et de perspective de soutien... La Chine, c'est un marché à regarder. Voilà, c'est un marché qui n'est pas encore trop cher, qui n'a pas rattrapé tout le creux formé depuis 2021, alors que la plupart d'autres indices post-Covid ont explosé le record. Voilà, donc il y a quand même pas mal de rattrapage potentiel, et je pense que la Chine fait aussi un peu attention à ces marchés, on l'a vu, quand ils touchent vraiment des niveaux très très bas, pas mal de mesures qui visaient à soutenir un peu l'attrait des marchés financiers. Donc je pense que ça compte quand même pour la Chine un petit peu, cette question des actions, des marchés actions. Donc voilà, ça fait un bon mix, je trouve, pour en acheter. Encore une fois, j'insiste, d'un point de vue de la patrimoniale, par contre, dans son portefeuille, on ne met pas 50% de Chine. Voilà, on met 80% de tout ce qu'on veut, et la Chine doit être peut-être 5-10% de ce portefeuille-là. Voilà. Ok, Chine et Inde. Oui, Inde aussi, voilà. Je dirais que tout globalement, si on veut se diversifier les BRICS, on prend diversifier les BRICS avec de l'Inde, avec l'Amérique du Sud, un peu d'Afrique du Sud aussi. Voilà, on se fait un package. Un peu de Venezuela. Mais voilà, un bon indice, emerging market, index, ETF, et ça fait le club. Mais la bourse vénézuélienne qui a apprécié la capture de Maduro. Oui, mais ça, c'est un sujet, on en parle peut-être à ce moment-là. Il y aura un sujet à un moment donné où la Russie, ça peut se poser aussi, pas du tout pour l'instant, parce qu'il y a encore plus tout, les ETF ont été liquidés, voilà, il n'y a plus de sujet bourse pour la Russie, mais à un moment donné, s'il y a une forme de transition, et que la Russie revient sur les marchés, je pense que typiquement ce sera le genre de marché où les investisseurs vont se ruer à nous, bien sûr, parce que ça reste un pays très très riche en matières premières, avec du territoire ou autre. Donc mais malheureusement, on comprend pourquoi c'est pas le sujet actuellement, mais ça redeviendra, je pense, peut-être d'ici quelques années, un sujet à surveiller.
Poutine qui surveille aussi les marchés financiers, de toute façon. Oui, mais là, en tout cas, l'accessibilité à ces marchés-là, plus personne ne va, donc c'est un hors-sujet complet. Voilà. Effectivement, pas le conseiller. Dernier sujet, Alexandre, on reste sur la géopolitique, c'est le Brent et le WTI qui ont repris de la prime de risque géopolitique, a de nouveau été intégré dans les modèles des analystes. Ceci étant, avec le discours de Trump qui s'est adouci hier soir, on repart vers la baisse. On repart à la baisse, on est sur $60 pour le WTI. On va y rester en gros globalement. Moi, je dirais que s'il y a Trump va vouloir s'assurer, que pour les mi-termes, l'énergie soit pas sous chère. contrôle. Ouais. Voilà. Et quand il l'avait dit déjà il y a un an, je veux que le prix baisse de l'énergie, il a fait aussi passer des messages au pays de l'OPEP en disant voilà, la production doit rester là parce que ce prix doit baisser. Il y a l'inflation. Donc on a vu que ça a plutôt bien marché, cette pression qui n'était pas une pression plus délirante, ça a plutôt bien marché. 80-60. Voilà. Et regardez aussi les chiffres de production américaine. On a bien plus de 13 millions de barils le jour, on est au niveau quasiment record de production américaine, donc les marchés restent toujours bien fournis. Dans un contexte mondial, la croissance n'est pas folle, donc normalement il n'y a pas d'argument pour que le pétrole remonte à 80, si ce n'est, vous l'avez dit, les arguments géopolitiques. Voilà, le seul risque pour le pétrole, c'est les arguments d'ordre géopolitique. Et c'est là que Trump, effectivement, peut parfois hésiter à aller... C'est ça. Donc, mais avec Trump, on ne sait jamais. Si on dit ça, puis cet après-midi, il y aura des frappes en Iran. Je ne sais pas. Mais je dirais que les mi-termes, normalement, l'horizon mi-terme doit maintenir une pression plutôt à la baisse sur le pétrole, mais pas pour aller non plus à 30 ou 40 dollars, où là, attention, si on bascule sous les 50 dollars, je pense que ça n'arrivera que s'il y a des éléments... de rentabilité des producteurs américains. Et quand vous regardez sur les 20-30 dernières années, quand on est passé sous cette zone des 50 dollars, c'est toujours passé sur des stress économiques, crise des subprimes, crise des émergents, crise Covid ou autre. Donc on ne va pas sous les 50 dollars habituellement aux États-Unis, en dehors de phases et ce serait dans le cas de, par exemple, si l'économie américaine se contractait sur un ou deux trimestres. Par exemple, là, on irait sous 50 dollars. Donc, vous voyez, je pense que le 50 est une bonne zone d'achat à moyen terme, quelqu'un qui veut se positionner moyen terme sur le pétrole. Court terme, c'est vrai que vendre le pétrole, alors qu'on a vu qu'il y a beaucoup de constructions vendeuses, des positions sur les contrats à terme, positions spéculatives, moi, je ne joue pas trop sous les 50 dollars pour l'instant, tant que la géopolitique n'est pas réglée. Si par contre la géopolitique se règle, on redescend, tester 55, 54, qui est la grosse zone support des derniers mois. Si la géopolitique se détend et qu'on revient chercher ça, celui qui veut travailler un petit peu sous les 50, il y aurait une opportunité à ce moment-là. Mais pas tant qu'on n'est pas en train de taper un support à 54 ou 55. Goldman Sachs qui anticipe un baril à 30 dollars, c'est plausible? Pour moi, ça, c'est en cas de mais c'est possible, ce que vous dites. Si je comprends bien, si on passe sous les 50, alors 30. On en sera loin, voilà, 45, 40. Oui, un petit coup de frein sur l'économie, oui, passe sous les 50, aucun problème, vu que non, c'est pas dans le scénario en fait. Non, parce que il y a des break-even qui ont pas sous le break-even pour les producteurs américains. Alors oui, le consommateur américain sera content. Un peu exsangue, mais il consomme toujours. Voilà, et on sait que les groupes pétroliers aussi sont des gros contributeurs au financement de campagne pour les républicains notamment. Donc à un moment donné, il y a aussi le risque un peu de mécontentement, plus seulement chez les électeurs, mais à un moment donné aussi chez les qui financent les partis, donc les producteurs de pétrole. Exxon s'est montré plutôt dubitatif face au dossier vénézuélien. Ils ont été sanctionnés tout de suite, donc a priori... Oui, mais c'est parce que les coûts sont énormes. Quand il faut relancer une machine de production, et on sait que c'est des coûts d'investissement sur plusieurs années, et que l'extraction n'est pas immédiate, donc effectivement, on réfléchit, et je pense qu'il a fait d'autant plus qu'encore une fois, le baril aujourd'hui est relativement peu cher, donc les marges des compagnies pétrolières aujourd'hui, c'est plus les marges du post-Covid, donc forcément, on réfléchit à deux fois, même si le pouvoir politique vous y incite, on réfléchit quand même à deux fois avant de débloquer des montants d'investissement colossaux sur le Venezuela. C'est exactement ce que disait le patron d'Exxon, c'est qu'effectivement ça peut avoir du sens, mais financièrement ça n'en a pas pour le moment. En tout cas. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous ce matin. Alexandre Barazel, vous êtes Chief Market Analyst chez IG, avec nous régulièrement pour décrypter, analyser l'économie, l'actualité, et je vous en remercie beaucoup. Nous, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous rappelle les principaux catalyseurs en cette journée. C'est aller chercher du côté, nous sommes jeudi, du côté des États-Unis. Et c'est le marché de l'emploi, puisque on a les données hebdomadaires qui seront publiées tout à l'heure, et puis le Philly Fed, l'indice manufacturier de la réserve fédérale de Philadelphie. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou sur notre chaîne YouTube TV Finance. Et écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dès 8h55. À demain.